Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour le vlog du 9 juin, donc on est lundi. Ah non, on n'est pas lundi. On est mardi 10 juin, puisqu'hier c'était férié et on était dans les travaux au gîte, mais vraiment toute la journée. Donc je filme mon vlog ce matin, j'ai eu le temps de le faire et vous l'aurez demain, comme d'habitude, le mercredi à 18 h sur la chaîne YouTube. Alors dans ce vlog, je vais vous parler de ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que j'ai terminé, ce que j'ai commencé à lire, ce que j'ai poursuivi dans mes lectures, parce qu'il y a des lectures qui durent un peu plus longtemps que juste une semaine. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aussi par rapport aux divers partenariats. Et j'ai fait des petits achats. Donc, j'ai fait une vidéo, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo de Book Haul Vinted que je vais vous sortir normalement ce samedi si je me trompe pas. Et il y avait juste un colis que j'avais pas reçu, donc je vais juste vous le montrer dans cette vidéo ici. Comme ça, l'autre ne sera pas trop rempli non plus, parce qu'elle est déjà tournée, donc je pourrais rajouter, mais voilà, bref, on va faire comme ça. Et ensuite, je vous montrerai juste mon paquet du swap Ménage Tapal que j'ai reçu il y a quelques jours, mais que je n'ai toujours pas ouvert. Et pareil, je vais juste vous le montrer, mais je vais pas l'ouvrir dans ce vlog parce que le vlog sera beaucoup trop long sinon. Je vais faire une vidéo spéciale swap Ménage Tapal, ouverture du swap, et puis je vais vous montrer un peu des petites photos ou vidéos des autres personnes qui ont participé et qui ont bien voulu se prêter au jeu et montrer un peu l'envers du décor, un peu quand elles ont préparé leur colis, tout ça. Ça va être vraiment sympa, comme ça pourra peut-être vous encourager à participer l'année prochaine lorsqu'on le fera à nouveau. C'est toujours vers la période de mai-juin. C'est pour ça que je l'appelle un peu le swap Ménage Tapal, parce que dans ménage, on a le mot mai, donc le mois de mai, et ménage souvent parce qu'au printemps, on fait le grand ménage chez soi, de tout, de la maison, on fait du tri, et on peut faire aussi du tri avec nos propres bouquins. Voilà, c'est un peu ça l'origine de ce titre, le swap Ménage Tapal. Passons au livre que j'ai terminé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai fait 2 lectures communes. Une des premières lectures, c'était 6 ans à t'attendre, que j'ai faite avec 2 d'entre vous, donc avec Christelle et Carla. Et donc c'est 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud. Si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que j'ai lu quelques bouquins d'elle dernièrement. Il y avait Les couleurs du silence et il y avait aussi Doucement René le jour, que j'avais lu d'ailleurs avec Christelle, qui a lu celui-ci aussi avec moi. Voilà, donc dans 6 ans à t'attendre, ici on est dans une histoire où on a Rachel et Vincent qui s'aiment et qui sont prêts, qui vont se marier en fait. Et en gros, il va se passer quelque chose de grave, un événement tragique qui va les séparer. On n'en sait pas plus, on sait juste que Vincent disparaît. On pense qu'il est mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et donc Rachel doit faire son deuil, elle doit continuer sa vie, mais c'est vraiment très difficile parce qu'ils étaient très proches et elle a vraiment du mal à lâcher prise par rapport à ça. Donc elle continue quand même sa vie, mais c'est vraiment difficile. D'ailleurs, elle n'a pas refait sa vie, elle n'a pas trouvé quelqu'un d'autre et fondé une famille, tout ça. Ce qu'on peut savoir, c'est que donc 6 ans plus tard, Rachel s'est un peu quand même reconstruite, mais il y a son monde qui va s'écrouler. Donc là, je lis un peu la 4e de couverture. Lorsqu'elle va aller voir quelqu'un pour le travail, parce qu'elle n'habite pas à Paris, elle va penser croiser Vincent dans la rue. Elle va croire que c'est lui. Et là, tout va s'effondrer autour d'elle. Elle va dire mais c'est pas possible, c'est pas normal. Et elle va essayer de faire des recherches pour savoir si c'est vraiment lui qu'elle a vu ou si c'est pas un sosie, si elle a pas eu des hallucinations. Ce type de choses. Il y a une question qui l'obsède du coup à partir de là, c'est s'il n'est pas mort, alors pourquoi a-t-il disparu ? Qu'est-ce qu'il cache? Peut-être qu'il avait une double vie, quelque chose comme ça. Elle se pose énormément de questions. Et dans l'histoire, elle est vraiment proche de sa sœur jumelle et de son cousin. Donc, ils habitent un peu tous au même endroit, avec leur famille. Et donc, ils sont tous vraiment les uns avec les autres, ils s'entraident, tout ça. Et donc, elle va parler de cette vision qu'elle a eue, en tout cas de Vincent, qu'elle a vu à Paris, et à sa sœur et à son cousin. Et eux, ils vont être assez sceptiques parce qu'ils vont se dire, oh là là, elle était complètement dévastée 6 ans auparavant quand il a disparu. Et si elle reprend espoir alors que c'est pas vrai, ça va être encore pire. Donc ils sont un petit peu distants tout ça, et elle va essayer de les emmener avec elle en fait dans cette quête, dans cette recherche de Vincent. Où est-il? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'elle l'a vraiment vu? Donc ils vont repartir à Paris, ils vont essayer de chercher, poser des questions un peu par-ci par-là. Et donc je vais pas en dire plus, mais donc c'est une histoire vraiment sympa, encore une fois avec vraiment une histoire centrée sur les relations humaines, un peu ici sur les relations un peu familiales, d'amour aussi. On nous parle vraiment de thèmes de la vie en fait quotidienne, de la vie courante qu'on peut tous côtoyer chaque jour, et c'est vraiment sympa. La plume est toujours aussi sympa. Les chapitres sont un peu plus longs que peut-être le livre qu'on avait lu Doucement René le jour. Donc le début est peut-être un petit peu long pour rentrer dedans, mais après ça coule tout seul et on est vraiment pris dans l'histoire. Et ce que j'aime bien avec Delphine Giraud, c'est qu'elle a aussi une certaine façon d'écrire ses romans, c'est que c'est du contemporain, c'est un peu du feel good, tout ça, mais il y a toujours un peu une sorte d'enquête qui se fait vraiment.
Et c'est ça que j'aime bien, on n'est pas dans le polar, mais il y a quand même du mystère, une sorte d'enquête, il va falloir chercher des indices, tout ça, et j'aime bien, parce que ça fait un peu comme un mélange finalement de genres, dans un genre principal qui est le contemporain, donc c'est vraiment sympa. La deuxième lecture commune que j'ai faite, c'est Le temps est assassin de Michel Bussy, et j'ai fait avec Aurore, de la chaîne Lis avec Aurore, que je mets juste là. Et donc ici, on est dans une histoire à double temporalité, donc en été 89 et en été 2016. En été 89, on est en Corse, dans la presqu'île de la Révélata. Et donc dans cette histoire, on a Clotilde qui a 15 ans et ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance qu'elle, dans le sens où ils vont faire un accident de voiture et elle va être la seule rescapée. Donc ça, c'est en été 89, et donc tout ce qu'on va lire sur l'été 89, c'est un peu leurs 2-3 semaines de vacances là-bas. On va voir vraiment un petit peu tout le déroulé de chaque jour jusqu'au moment fatidique. Et ensuite, on a l'été 2016 où Clotilde revient en Corse, 27 ans après, avec son mari et sa fille. Et entre les deux, entre l'été 89 et l'été 2016, elle n'est jamais revenue en Corse, alors qu'elle avait encore ses grands-parents là-bas, de la famille, quoi. Et donc en été 2096, donc elle revient pour la première fois sur les lieux du drame, et donc elle veut leur montrer un peu où c'était, comment ça s'est passé, tout ça, et ils vont retourner aussi dans le camping où elle logeait à chaque fois qu'elle allait là-bas chaque année. Et en fait, il va se passer plein de choses bizarres. Les papiers de Clotilde vont disparaître alors qu'ils étaient dans un coffre. Elle va recevoir un petit mot qui semble être de l'écriture de sa mère. Donc, est-ce qu'elle est vivante? Alors qu'elle l'a bien vu sous ses yeux le jour fatidique en 1989, elle est bien morte, elle l'a vu, son corps complètement déchiqueté. Donc, c'est vraiment bizarre parce qu'on a plein d'indices qui nous disent que sa mère est vivante, mais pourtant, c'est pas possible puisqu'on l'a vu. Elle l'a vu, voilà, le jour de l'accident. Donc c'est une histoire vraiment sympa, donc une grosse enquête, hein, forcément un polar bien mené, avec des chapitres assez courts, ce qui nous permet vraiment de pouvoir toujours envie d'aller de l'avant tout le temps. Et quand même 600 pages, et franchement ça se lit plutôt rapidement. L'enquête est sympa, il y a vraiment beaucoup de choses donc qui se passent en Corse, donc c'est une sorte de huis clos finalement, parce que tout se passe là-bas mais à 2 périodes différentes, et on a à peu près les mêmes personnages dans les 2 périodes, en tout cas pour les personnages principaux. Et franchement l'enquête elle est pas mal. J'ai eu des petites j'ai senti certaines choses venir, mais pas tout. La résolution, franchement, je ne m'y attendais pas forcément. Mais c'était vraiment sympa. Donc une bonne lecture. J'ai encore d'autres bouquins de Michel Bussy dans ma pile à lire. Donc on les lira. Si Aurore n'en a pas lu sur les 4 que je lui ai proposés, eh bien on en fera encore une lecture commune. C'est pratique de filmer dans la même pièce que la bibliothèque. Comme ça, je peux aller chercher les bouquins. Donc j'ai 4 livres encore de Michel Bussy. On l'a trouvé plutôt joli. Ne lâche pas ma main. Rien ne t'efface. Maman a tort. Donc si jamais vous en avez un dans votre pile à lire et que vous avez envie de le lire, cet été peut-être j'en lirai 1 ou 2. Pas tout parce que j'ai beaucoup d'autres livres à lire, mais ça peut être sympa de descendre dans ma pile à lire. Ce qui est vraiment bien, c'est que ce sont des livres qui m'appartiennent depuis un bon moment, que j'avais acheté moi-même d'occasion aussi il y a peut-être 2 ans. Et je pense qu'ils font partie de la vidéo que j'avais faite sur tu choisis pour moi mes livres à lire, de ma pile à lire, pour qu'elle puisse vraiment redescendre. Donc c'est une bonne initiative si jamais on les lit ensemble, ou en tout cas toute seule, c'est pas gênant. Et un dernier livre que j'ai lu en format papier, parce que j'en ai un en e-book, c'est Les Héritières de Langford. Je l'ai lu en 2 jours, donc je pense pas vous en avoir parlé dans un des vlogs ou des vidéos. Les Héritières de Langford, donc qui a été écrit par Latty Haniel aux éditions Jeanne et Juliette, une maison d'édition vraiment sympa. Ici, on est dans une histoire en fait qui ressemble un peu à du Jane Austen. L'écrivaine a pris une histoire et c'est inspiré un peu du livre Orgueil et Préjugés, si vous l'avez lu. Et donc ici, on est avec une jeune fille qui s'appelle Ambrosie, si je me trompe pas, Ambrosia, pardon. On est avec Ambrosia, donc qui est un peu comme Elizabeth Bennet, qui a vraiment un caractère assez prononcé, déterminé, assez fort, qui va pas se laisser faire, qui va dire ce qu'elle pense, mais aussi avec une certaine ironie et aussi avec un bon langage. Elle est très bien éduquée, il n'y a pas de souci. C'est pas la fille mal élevée qui va parler comme ça à tout va. Non, elle sait ce qu'elle fait, elle est très réfléchie, mais elle va pas être la fille trop sur le côté qui va se laisser faire en fait. Et donc ici on est en Angleterre en 1900, et donc sitôt mariée, sitôt veuve ou presque. Lorsque son époux trépasse avant même d'avoir honoré ses vœux, Ambrosia de Langford hérite du soupçon, de l'exil et d'une tante excentrique à New York. Mais surtout de Dorian Valentine, l'homme le plus exaspérant qu'elle ait rencontré. À peine le temps de respirer qu'on la rappelle dans le New Hampshire où sa maison d'enfance en péril, ses dettes et ses soupirants l'attendent de pied ferme. Se soumettre ou se scandaliser?
elle n'a jamais excellé dans la docilité. Donc Ambrosia, elle vient de se marier et le jour de son mariage, il y a son mari qui meurt, donc forcément plein de gens vont faire des rumeurs comme quoi c'est elle qui était dans le coup, elle a fait quelque chose pour qu'il meure et puis qu'elle puisse être tranquille en fait, parce que en même temps elle voulait pas se marier avec lui. C'était vraiment un mariage de raison plus qu'un mariage d'amour. C'est le père qui voulait vraiment qu'elle se marie avec lui pour pour aider pour l'héritage, mais aussi parce que le père avait pas mal de dettes aussi. Donc elle se retrouve toute seule et finalement elle va partir aux États-Unis, à New York, avec sa tante qui l'apprécie vraiment beaucoup, qui la prend sous son aile et donc elle va évoluer là-bas dans la société aisée de New York. Elle va rencontrer un certain gars qui s'appelle Valentine, donc Dorian Valentine, et c'est un peu comme le Darcy de Orgueil et Préjugés. Le gars qui paraît un peu arrogant, sûr de lui, beau, bref, qui a tout pour lui, qui est très riche, et voilà. Et en gros, leurs rencontres, elles seront toujours un peu compliquées. Il y aura toujours des petits toujours des petits quiproquos, ce genre de choses. Et mais il y aura une certaine attirance qui va se mettre en place quand même. Pendant un gros moment ensuite, on va pas voir Dorian Valentine, mais on entendra parler de lui, il va faire des choses en amont. Elle va retourner dans son pays en Angleterre parce que son père va décéder et il va les laisser avec une grosse montagne de dettes. Et donc elle, sa mère, sa sœur, sa tante vont essayer de faire en sorte de ne pas perdre leur maison parce que c'est ce qui va arriver. Leur maison va être mise en vente et il y a des gens qui vont se mettre dessus, tout ça. Mais elles, si elles n'ont plus de maison, elles ont quasiment plus rien. Donc ça va être vraiment tout ça, l'histoire. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être centrées là-dessus sur comment récupérer un peu ce qu'il leur reste, la maison et leur nom, leur héritage, tout ça. Et donc tout va tourner là-dessus. Il va y avoir plein de trucs, des trahisons, des choses un peu vraiment... beaucoup de rebondissements jusqu'à la fin forcément. Et j'ai bien aimé l'histoire parce que comme je viens de le dire, il y a pas mal de rebondissements, il y a plein de choses qui se passent. On s'ennuie pas, l'écriture est très fluide, elle est très bien. Alors c'est sûr que moi, Orgueil et Préjugés bien au-dessus et tout ça, hein. Mais pour une histoire qui ressemble un petit peu et qui reprend un petit peu cet humour de l'époque, de Jane Austen, tout ça. Il y a vraiment des bonnes choses. Les personnages sont vraiment sympas. Ambrosia, on s'y attache aussi. C'est une bonne histoire. Franchement, si vous avez envie de lire un livre un peu dans cette tranche-là, dans cette une fiction historique qui se passe au 19e siècle en Angleterre, tout ça, et un peu dans un monde à la Jane Austen, allez lire ce bouquin, vous allez vraiment bien aimer. Et pour terminer les livres que j'ai fini la semaine dernière, j'avais aussi, je regarde ici, Les Berlinoises. Alors je vous en parlais dans le précédent vlog, comme quoi j'avais du mal à le finir, ça prenait vraiment beaucoup de jours. En même temps, le soir, en ce moment, je lis moins parce que je suis tellement fatiguée de mes journées que je lis beaucoup moins et du coup, ça traîne un peu plus quand je lis des e-books. Les Berlinoises, donc je l'ai terminé la semaine dernière et je suis contente quand même de l'avoir terminé parce que l'histoire en soi, elle est vraiment bien. L'écrivaine, donc celle qui écrit ce bouquin, elle s'est vraiment inspirée de petits faits réels, c'est-à-dire que sa grand-mère allemande, donc à l'époque, donc a vécu pendant le moment de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, et en fait, donc l'écrivaine a trouvé une photo de sa grand-mère avec je crois qu'elle faisait le signe nazi. Elle était habillée avec les uniformes de la jeunesse hitlérienne et tout ça, et en fait, ça l'a marquée et elle a voulu écrire une histoire sur cette période-là, alors qu'elle n'a pas forcément vécu en Allemagne. Elle est née là-bas, si je ne me trompe pas, l'écrivaine, mais elle a vécu en Angleterre. Et du coup, elle a écrit cette histoire sur des femmes, donc plusieurs femmes, en Allemagne. Et donc, tout se passe juste après la guerre, donc quand on a les Anglais, les Français, les Russes et les Américains qui arrivent là-bas et qui libèrent, mais qui occupent quand même encore un peu Berlin, qui ont chacun un peu leur quartier, tout ça. Donc les gens sont libres, mais il y a l'occupation un peu étrangère là pour les aider à reprendre la vie. Et donc ces femmes-là, elles ont vécu des choses forcément pendant la guerre. Elles ont aidé un peu au nazisme par certaines choses qu'elles ont faites dans leur métier ou autre. Et donc en fait, elles vont avoir des entretiens donc avec les Américains, des entretiens de dénazification, donc pour établir un peu sur quel pilier elles sont dans les choses qu'elles ont faites pendant la guerre. Et donc, à travers ça, on aura des petites histoires qu'on va apprendre sur chacune d'entre elles, mais aussi sur un ou deux Américains qui gèrent ces affaires-là. Il y en a un d'ailleurs qui va mourir et on va essayer de trouver qui est l'assassin parce que c'est pas un accident. Et donc, il y a des zones d'ombre, tout ça. Et une de ces femmes d'ailleurs décède aussi. Et pareil, il y a des zones d'ombre, c'est pas un accident, c'est plus que ça. Donc, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de rebondissements, il y avait beaucoup d'actions, c'était très dynamique. Mais moi, la chose
chose qui m'a vraiment dérangée dans cette histoire, c'est elles étaient 4, je pense, 3 ou 4 femmes, et en fait pour moi c'était un peu trop. Je trouvais que leur prénom n'était pas assez distinct, et du coup quand on parlait d'elles, des fois il fallait vraiment il me fallait du temps en fait pour me remettre bien en place. Après je pense que peut-être le fait d'avoir lu sur pas mal de jours et vraiment petit à petit chaque soir, le fait que j'arrivais pas à lire beaucoup plus, eh bien ça m'a peut-être desservi aussi, parce que justement comme il y avait beaucoup d'informations, dans ce genre de livre il y a beaucoup d'informations, c'est une fiction historique, eh bien on peut s'y perdre assez facilement si on lit le livre dans un temps trop long, je pense. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a pas aidé à apprécier autant que je pouvais cette histoire. Mais dans tous les cas c'est très bien, et je vous conseille, si vous aimez lire des histoires qui se passent à l'après-guerre et qui nous racontent un peu comment les personnes vivent cette après-guerre alors qu'elles ont fait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pendant la guerre. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et je suis contente parce que cette année, 2024-2025, j'ai lu quand même 2-3 bouquins qui se passent juste à la fin de la guerre, enfin à la fin ou juste après, et on voit un peu comment les gens reprennent le cours de la vie normale, entre guillemets, alors qu'il s'est passé un truc de dingue. Je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Je passe maintenant aux lectures en cours. Alors les lectures en cours, donc ça y est, j'ai enfin commencé Inish Boffin. J'ai lu à peine 2 chapitres sur tout le bouquin, donc c'est à peu près une 30aine de pages, mais il sera terminé cette semaine, donc je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine, c'est sûr, parce que je le termine cette semaine. J'ai vraiment 2 livres qu'il faut que je termine absolument cette semaine, c'est celui-ci et Une histoire d'ours que je vous avais énoncé aussi, et donc là je vous en parle parce que j'ai lu une centaine de pages déjà, il m'en reste 300 et quelques. Donc j'ai lu un quart du bouquin, il est sorti la semaine dernière, le 4 juin, je vais le recevoir normalement dans les jours qui arrivent, et donc je devrais faire ma chronique, donc il faut que je me dépêche de le lire, je suis un peu en retard. Si vous aimez les livres qui sont un peu dans le nature writing, nature, tout ce qui est un peu nature, bien vous pourrez aimer, parce que ça se passe vraiment ici, ça se passe, si je ne me trompe pas, en Alaska, encore une fois, comme le livre que je vous avais parlé. Je vous avais parlé de Seul dans le Grand Nord. Bien, ça, c'était un peu nature writing aussi, dans un sens où ça se passait vraiment en Alaska, dans la neige, où les 2 femmes essayaient vraiment, les 2 vieilles femmes essayaient de survivre, en fait. Et donc, elles allaient chercher, pêcher des poissons, bref, elles chassaient le gibier, elles faisaient tout ce qu'il fallait dans la nature pour pouvoir survivre. C'était vraiment bien. Donc ça, c'était aussi dans le cadre du jury Gallmeister. Donc aux éditions Gallmeister, j'avais bien aimé, c'est une sorte de conte en fait. On a lu en lecture commune la semaine d'avant, Là où chantent les écrevisses. Pareil, ça c'est un nature writing où il y a vraiment beaucoup l'atmosphère de la nature. On parle beaucoup de la nature. Et du coup, dans celui-ci, Une histoire d'ours que je suis en train de lire, pareil, on est beaucoup dans la nature, donc c'est un peu aussi dans cette atmosphère. Et donc là, on est dans une histoire où on a Birdie qui a une fille, Emmaline, je pense, et donc qui doit subvenir à sa vie et à celle de son enfant. Donc elle travaille dans une sorte de café. Elle faisait les nuits, mais bon, les nuits, elle se laissait un peu trop aller un peu dans l'ambiance, c'est-à-dire que elle buvait aussi, elle prenait un peu de drogue et tout ça, et pour sa vie de famille, c'est pas forcément bien. Donc c'est une mère monoparentale, une famille monoparentale. Donc du coup, sa chef va lui dire de travailler les journées, donc il faut qu'elle trouve un moyen pour garder sa fille, tout ça. Elle aime énormément la nature, c'est là où elle va se sentir bien, donc elle va se promener un peu dans la nature quand elle peut, quand elle a du temps. Et donc là, j'en suis vraiment là. Elle va rencontrer un homme qui est assez étrange, bizarre. Il est un peu balafré sur une partie de son corps. Il ne parle pas, ou en tout cas très peu. Et ils vont se lier un peu d'amitié jusqu'à plus. Donc j'en suis vraiment là. Donc Arthur, je sais pas ce qui va se passer réellement dans l'histoire, mais je sais qu'on va parler vraiment beaucoup de nature. Voilà, je vous en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine parce qu'il sera terminé. Mais en tout cas, l'écriture est très belle. Donc c'est Eowyn Ivey, c'est un Américain qui a écrit ça, traduit par Jacques Maylos. Donc aux éditions Gallmeister. C'est vraiment bien, en tout cas pour le moment. Franchement là, j'avais très peu de temps à lire, à accorder à la lecture ce week-end, et j'ai quand même réussi à lire une centaine de pages, donc c'est quand même bien. Donc ça c'était pour les lectures en cours, et la semaine prochaine j'essaye vraiment de terminer, en tout cas au mois de juin, celui-ci, parce que je vais recevoir 2 autres bouquins de cette maison d'édition. Donc Le Bouffon de la Couronne, dans lequel j'ai lu 200 pages, et il m'en reste 800. Donc je vais essayer vraiment de lire plusieurs pages par jour pendant au moins 2 semaines. Si je lis pas trop d'autres bouquins à côté, ça devrait le faire. Voilà, donc c'est vraiment les 3 bouquins que je mets vraiment en avant pour cette semaine. En tout cas, Une histoire d'ours et Inish Boffin, il faut qu'ils soient terminés cette semaine. Et en e-book, donc le soir, mais ça traîne un peu. Donc j'ai commencé la semaine dernière et je continue cette semaine. Espérons-le, je terminerai cette semaine. Je suis en train de lire La Reine de l'arnaque, donc de Alex Hay, si je me trompe pas. Et ouais, j'aime assez, c'est très fluide l'histoire, l'écriture est bien, les chapitres sont assez courts. Donc on est dans une histoire où en fait on a une femme qui fait des coups
dans la haute société. Et donc elle essaye vraiment de faire des affaires où elle va récolter l'argent et pour pouvoir vivre, en fait, c'est sa vie, quoi. Elle est une sorte de cambrioleuse, mais dans la société londonienne, dans la haute société. Donc là, elle est sur un gros coup, un peu plus gros que ce qu'ils ont l'habitude de faire, et du coup, ça va pas être facile, apparemment, il va y avoir des soucis, tout ça. Moi, j'en suis vraiment qu'à ce moment-là, j'ai même pas encore lu la moitié du bouquin. Donc ça va, ça se lit bien, c'est tranquille. C'est fini pour les lectures en cours. Alors, au niveau des lectures communes, donc j'ai encore 2 lectures à faire pour ce mois-ci. Donc normalement, je pense la semaine prochaine, on va lire le tome 2 de Les Destinées suédoises, donc de Katharina Wilhelm, je pense. Donc on a lu le tome 1 il y a quelques mois, et donc ici le livre poche est sorti la semaine dernière, donc on devrait lire le tome 2 cette semaine. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes, je m'en rappelle plus. Voilà, donc c'est une histoire qui se passe en Suède et je sais plus si c'était au 18e, peut-être 19e siècle, il me semble. Je vais pas en dire plus, je vous en dirai plus quand on va commencer à lire le 2e tome, comme ça je remettrai un peu dans l'ambiance le 1er tome. Mais c'est sympa, c'est une fiction historique, l'écriture de l'autrice est vraiment très bien, c'est très 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 fluide et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. On s'attache quand même au personnage, et moi je me rappelle que dans le 1er tome, il y avait des choix qu'elle faisait, la personnage principale, qui n'étaient pas ceux que je voulais qu'elle fasse, donc ça m'énervait un peu, mais l'histoire en soi était vraiment bien. Voilà. Je vous présente maintenant... Ah oui, et 2e lecture commune qu'on fera, et ce sera du 23 au 29 juin, c'est les livres disparus de la 5e avenue aux éditions Faubourg-Marigny. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, je vous mets de façon l'image ici. Voilà, donc je l'ai dans ma pile à lire numérique depuis un petit bout de temps. Donc j'ai hâte de le lire parce qu'il me faisait tellement envie, et c'est vrai que la pile numérique, souvent on la laisse de côté, on l'oublie, et parce qu'on voit d'abord les livres papier. Mais bon, voilà, donc ça va être sympa, je vais le lire aussi, donc avec plusieurs personnes, ça va être trop bien. Je vous montre un peu les réceptions de la semaine dernière. Donc j'ai reçu, alors je ne sais plus quel jour, mais je vous dis ça comme ça. En premier, je me rappelle que j'avais reçu celui-ci, bon, abîmé, dommage. Donc c'est Upo, Le Mystère des Bois Obscurs, donc aux éditions Milan. Et c'est vraiment dommage parce que vous voyez, il est abîmé, il y a des grosses lignes et tout. Mais j'ai regardé l'intérieur et il n'y a pas de souci. Et franchement, les images sont plutôt sympathiques, c'est vraiment sympa. Donc on a Upo qui vit dans la cité de Yorger avec Atlanta, sa meilleure amie. Il mène une existence paisible jusqu'au jour où un étrange brouillard se répand sur la ville. Plongés dans une brume maléfique, les habitants sont transformés en zombies et perdent la capacité de rêver. Alors qu'Aletta est enlevée par de mystérieux corbeaux, Upo n'a d'autre choix que de surmonter sa peur et de partir à sa recherche. Sa quête le mènera au plus profond des bois obscurs. Donc on est un petit peu dans une histoire graphique, mais avec un soupçon de polar, quoi, on va dire. Donc, mais les images sont très belles, de très beaux coloris, donc j'ai hâte de le lire, il va être sympa. Ensuite, merci beaucoup à Fleuve Édition qui m'a envoyé ces 2 livres que j'avais vraiment envie de lire. Le premier, c'est Recherche Lily désespérément de Karen Ponte. Alors, je suis presque sûre que vous en avez entendu parler. Et donc ici, on est dans une histoire où... je vais vous la lire parce que je ne me rappelle plus du résumé. Au terme d'une énième journée de travail éprouvante où on lui a collé dans les pattes une adjointe incompétente à peine sortie de l'adolescence, Lily, directrice marketing dans l'événementiel, décide de prendre une mesure radicale. Elle pose 3 mois de vacances, puis tape location, maison, calme, nature dans un moteur de recherche. En quelques clics, c'est l'évidence. Valflore-les-Bains. Ancienne maison de berger en pierre entièrement rénovée, vue exceptionnelle dans une vallée sauvage et préservée. Lily réserve sans hésiter. À elle les longues heures de lecture, les séances de yoga et le temps enfin de s'occuper d'elle. Mais dans sa précipitation, Lily a oublié une règle élémentaire. Quand la photo est trop belle, méfiance. Donc c'est une comédie. J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est une comédie et je pense que ça va être vraiment sympa, on va pas mal rire. Le livre est assez court, un peu plus de 200 pages, donc ça va se lire très vite. J'ai trop hâte de le lire aussi. Et celui-ci, alors cette couverture, qu'est-ce qu'elle est magnifique. J'en ai entendu beaucoup parler. Retrouve-moi à Whisperwood de Patty Callahan Henry, traduit de l'anglais par Aurore Guitry, donc au Fleuve Édition. 1939. Hazel, 14 ans, et sa sœur Flora, 5 ans, sont envoyées dans la campagne anglaise pour échapper aux bombes qui pleuvent sur Londres. Afin d'oublier les horreurs de la guerre, elles inventent un royaume magique qui n'appartient qu'à elles, Whisperwood. 1960.
Quand Hazel reçoit pour le compte de la boutique de livres anciens où elle travaille un ouvrage illustré intitulé Whisperwood et La rivière d'étoiles, sa vie est bouleversée. Car la jeune femme en est certaine, elle n'a jamais mentionné cette histoire devant qui que ce soit. Et Flora a disparu avant même la fin de la guerre, sans doute noyée dans la Tamise. Ce drame est une plaie toujours ouverte dans le cœur de Hazel. Sa sœur chérie pourrait-elle être en vie ? Pourquoi le conte de son enfant se rappelle-t-il à elle à présent ? Depuis cette découverte, la blessure pulse à nouveau du rythme douloureux de l'espoir. La 4e de couverture me fait tellement envie. Voilà, ça va être vraiment très 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 intéressant cette histoire. Ensuite, des éditions City et via Eric Poupé, j'ai reçu, donc merci à eux, Seul le vent connaît mon nom, donc il vient de sortir aussi, je regarde, oui, le 4 juin, donc la semaine dernière, il est sorti. Et ici, on est à Vienne en 1938. Samuel a 5 ans lorsque son père est sauvagement assassiné pendant la nuit, de Cristal. Juste parce qu'il est juif, rongé par la peur et le désespoir, la mère de Samuel n'a qu'une issue. Elle doit faire quitter le pays à son fils pour le protéger de l'enfer. Effrayé et seul, le petit Samuel monte à bord d'un train qui va le conduire de l'Autriche occupée jusqu'en Angleterre. C'est le début d'un long voyage pour le garçon qui ne reverra jamais sa mère et dont le seul réconfort sera de jouer du violon. 70 ans plus tard, la jeune Anita et sa mère montent elles aussi dans un train fuyant la violence du Salvador pour trouver un asile aux États-Unis. Mais à leur arrivée, elles sont séparées et Anita se retrouve seule. Heureusement, elle est accueillie dans un refuge tenu par Samuel. Un havre de paix aux douces vibrations d'un violon qui répare les âmes brisées et chante l'espoir d'une nouvelle vie. Un livre que je pourrais peut-être mettre dans ma vidéo prochainement sur les livres qui parlent de musique aussi. Il a l'air vraiment bien, vraiment bien. Et un dernier livre que j'ai reçu donc des éditions M+ Éditions dans le cadre de mon partenariat. Donc c'est un livre que j'avais choisi parmi 2, je pense. C'est Leila de Guillaume Coquery et là on est plutôt dans un polar. Alors, je vous lis pareil la 4e de couverture. Leila est avocate. Elle évalue des ONG pour le compte de l'UNICEF. Sans réelle justification, elle revient sur le dossier clôturé d'une association humanitaire mauritanienne. Ces nouvelles investigations mettent en lumière des pratiques douteuses. En outre, sur leur plaquette publicitaire, un étrange logo évoque en elle un sentiment dérangeant. Pour n'importe qui d'autre, ce faisceau d'éléments pourrait être anodin. Pour Leila, c'est un bouleversement. Prudent, Bogdan Kubiak, son responsable au sein de l'agence, ne la soutient pas. Même Césaire, son oncle, avocat et traqueur de génocidaires, refuse de lui donner des clarifications qu'elle pense être en droit d'obtenir. Leila n'aime pas rendre de compte. Elle est frondeuse et en colère. Elle a quelques économies et des vacances à prendre. Ses réponses, elle part les chercher sur place, seule, dans le désert mauritanien. Ce qu'elle va découvrir dans l'un des endroits les plus hostiles au monde sera bien plus révoltant que ce qu'elle imaginait. Les plaies les plus profondes sont souvent invisibles. Donc, c'est très mystérieux, je trouve la 4e de couverture, on n'en sait pas beaucoup sur l'histoire qu'on va lire et franchement ça a l'air très 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 intéressant. Donc tous les livres que je viens de vous présenter là, ils seront lus dans les 2 mois. Là. En général, à chaque fois que je reçois des livres, ils sont lus à peu près dans les 2 mois, 2-3 mois max. Je passe au book haul, donc c'est moi qui ai acheté là, ces bouquins-là. Donc il y a celui-ci que j'attendais depuis tellement longtemps. J'ai lu le premier tome. Et voici le deuxième, donc Impitoyable serment. Le premier tome, c'était... est-ce que je l'ai ici ? Je vous montre beaucoup de livres aujourd'hui. Donc le premier tome, c'est celui-ci, Divine Rivalité. Vous en avez peut-être beaucoup parlé. Après, c'est vrai que sur ma chaîne, je parle pas énormément de livres de fantasy, romantasy, ce genre de choses. Là, on est vraiment là-dedans. C'est une romantasy, une petite romance, mais dans un... genre, voilà, c'est pas dans notre monde à nous. Et donc, on avait le deuxième tome qui est sorti il y a quelques temps, hein, qui me faisait vraiment envie. Et donc, à chaque fois, je regardais sur Vinted s'il n'y avait pas des prix intéressants. Et la semaine dernière, je suis tombée sur un prix vraiment pas mal. Je pense qu'il était genre à 10 €. Donc après, bon, faut rajouter les frais de port. Mais c'était toujours moins cher que l'acheter en format neuf. C'est toujours moins cher que 19,90 €. C'était tellement bien le premier tome. On était vraiment dans une histoire où en fait on a 2 personnes. Alors je me rappelle plus des prénoms, va falloir que je m'y replonge. Roman et Iris, qui vont travailler ensemble dans un journal et en fait Iris va voir son frère partir à la guerre et elle est triste parce qu'elle a peur qu'il ne revienne jamais, tout ça. Elle reste avec sa mère, ça l'attriste encore plus, qui est déjà un petit peu déprimée, tout ça. Et elle va avoir une offre pour pouvoir aller être reporter là-bas sur le front. Donc elle va accepter. Entre-temps, elle reçoit des lettres par le dessous de sa porte de placard, je pense, de son armoire. Elle pense qu'en fait, c'est son frère qui lui écrit, mais finalement, c'est pas lui, c'est son collègue. Mais on ne sait pas, en tout cas, elle ne sait pas que c'est son collègue. Alors, je regarde si je fais pas du spoil. Ouais, c'est bon. Donc, lui, en revanche, Roman, il sait
que c'est elle, mais elle ne sait pas. Et donc voilà, il y a ces lettres-là qui s'envoient tous les deux. Finalement, dans les lettres, ils s'entendent bien, mais dans la véritable vie, ils sont toujours un peu comme des rivaux. Donc elle part sur le front. Lui, il ne sait pas, hein, parce que comme il se côtoie pas trop, hein, c'est pas sa vie, voilà, c'est pas ses affaires, quoi. Lui, elle va pas lui dire. Et donc, ils vont quand même garder contact par les lettres. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une proximité qui va se faire. Et Roma, elle va commencer à s'inquiéter forcément pour elle. Voilà, donc j'en dis pas plus. C'est vraiment une très très belle histoire. Et la fin, elle se termine sur un événement qui, voilà, soudain, on se dit, il se passe quelque chose et on est obligé d'aller lire la suite, en fait. Donc c'est pour ça que là, j'ai acheté le tome 2, enfin. Et je vais pas vous lire la 4e de couverture, puisque sinon ça pourrait peut-être spoiler un peu le premier tome. Couverture magnifique, il n'y a rien à dire, et donc ce sera dans le même esprit que le premier tome. Et franchement, si vous n'êtes pas adepte de la fantasy, de la romantaisie, ce genre de choses, franchement, moi qui n'en ai pas lu tant que ça et qui ne suis pas vraiment à fond là-dedans, franchement, ça se lit tout seul, quoi. C'est vraiment bien, et on n'est pas trop dans ce monde où il y a des trucs bizarres, des trucs qui sont pas réels, quoi. C'est vraiment, vraiment bien. Je vous encourage à lire si jamais vous avez envie de découvrir ce genre-là de la romantaisie, donc une romance, mais dans un genre de fantasy. Allez lire ça, Divine Rivalité, franchement, pour commencer, c'est très très bien, ça se lit super bien, la plume est tellement fluide et l'histoire est vraiment pas compliquée à comprendre, ça coule tout seul, quoi, donc c'est vraiment bien. Et là, je vous montre du coup un des derniers colis que j'avais acheté avec l'argent que j'ai gagné sur Vinted en vendant mes autres bouquins. Donc je vous avais dit que j'en avais acheté une petite trentaine pour à peu près 50 € en tout. Donc là, c'est le dernier colis que j'ai reçu. Et dans les bouquins que j'ai pris ici, il y avait quelques bouquins où on parle de musique dedans, parce que je vous ai dit que je ferais une vidéo là-dessus, et parce que ça m'intéresse tellement aussi. Et d'autres bouquins aussi qui me faisaient envie, parce que j'en avais entendu parler sur les réseaux ou autres, et qui étaient vraiment à pas grand-chose, forcément, à 1 ou 2 € en général. J'achète des bouquins à 1 ou 2 €, et souvent par lot, pour payer moins les frais de port aussi. Donc je vous montre ces livres-là, et puis les autres, ils seront dans la vidéo de samedi spéciale, dans la vidéo spéciale Book Haul Vinted. Donc j'ai ici Le parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly, et c'est l'auteur de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Il me semble que c'est un livre qui est quand même passé beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc ça se passe lors de la Première Guerre mondiale, donc en 1914. Donc j'en ai pas lu énormément des livres sur la Première Guerre mondiale, et franchement ça m'intéresse pas mal. Donc il y a celui-ci. Après il y a La balade de Lila K de Blandine Le Calais. Et ici, pourquoi je l'ai choisi ce bouquin-là? C'est une jeune fille, Lila K, qui est fragile et volontaire, et elle raconte son histoire. Un jour, elle a été emmenée par des hommes, arrachée à sa mère et conduite dans un centre, un mi-pensionnat, mi-prison, où on l'a prise en charge. Surdouée, asociale, elle a tout oublié de sa vie antérieure, et son obsession, c'est retrouver sa mère, recouvrer sa mémoire perdue. Donc ça m'intéressait vraiment. Ensuite, donc on a ici Ishiguro, Clara et le soleil, donc aux éditions Gallimard. Et donc là, ici, on est Clara, qui est une AA, une amie artificielle à robot de pointe ultra performant, créée spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Elle est dotée d'un extraordinaire talent d'observation. Le thème m'intéressait pas mal parce qu'on y parle de tout ce qui est l'intelligence artificielle, et comme on est beaucoup là-dedans maintenant dans notre société, de plus en plus, ça m'intéressait beaucoup. Après, j'avais pris Au nom de ma mère. Donc ça, c'est un livre qui est très connu, de Annie Munzer. Voilà, je vous le montre. Donc ici, alors je ne sais plus de quoi ça parle, c'est étudiante en médecine à Seattle, Felicity reçoit un appel. Martha, sa mère, a disparu. Elle la retrouve à Rome, où cette dernière s'est enfuie après avoir découvert une longue lettre écrite par sa propre mère, Deborah, fille d'une diva qui connut son heure de gloire au début du Troisième Reich. Donc ouais, on va parler un peu de la Deuxième Guerre mondiale, ces choses-là. Et le dernier bouquin qui me faisait bien envie, c'était Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Il a été d'ailleurs le prix des lecteurs sélection 2017, encore un livre qui a été sélectionné à un prix. Et celui-ci, je l'avais vu pas mal passer, j'avais envie de lire un peu plus de bouquins d'auteurs japonais. Et donc là, on est dans Écoutez la voix des haricots. Tel est le secret de Toku, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés pour réussir le han, la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentaro, qui a accepté d'embaucher Toku dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît
comme elle était apparue, laissant Sentaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Magnifiquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, primé à Cannes, le roman de Dorian Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie. Poignant, poétique, sensuel, un régal. Je pense que ce qui m'avait plu, c'était le fait que ce soit un livre japonais, j'avais envie de lire plus. On y parle de pâtisserie, et moi j'aime bien les pâtisseries, tout ça quoi. Non, donc ça va être vraiment sympa. En plus, il est très court, je vois, donc il peut se lire très vite, 200 pages. Donc c'est des livres qui sont vraiment très intéressants, en tout cas qui m'ont très envie. Un peu différents les uns des autres, ils sont pas écrits à la même époque et c'est très bien comme ça, c'est très varié. Donc ça c'était le book haul et ensuite j'ai reçu mon fameux swap de Nadia, donc j'étais avec Nadia, ma binôme, sur mon swap Ménage Tapal. Donc il est ici, je l'ai reçu il y a quelques jours et je vais l'ouvrir, mais pas dans cette vidéo. Mais je vais en faire, j'ai une vidéo précise dans laquelle je vais parler vraiment que du swap et un peu vous expliquer et vous montrer ce que j'ai reçu. Parce que moi je lui ai envoyé, je fais des petites vidéos aussi. Et puis d'autres personnes du swap m'ont envoyé quelques petites vidéos photos. Donc je vais faire un petit vlog vraiment spécial Ménage Tapal, tout simple, swap. Et pour montrer un peu comment ça se passe, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, peut-être que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et comme ça vous donnera peut-être envie de le faire l'année prochaine. Franchement, c'est vraiment sympa pour tout vous dire. Enfin, vous faites plaisir à quelqu'un, vous offrez des livres que vous avez chez vous et que vous n'avez plus envie. Donc, vous n'avez pas à acheter de livres. Si vous avez envie de faire plaisir en plus à la personne, vous pouvez, mais c'est pas forcé. Vous rajoutez quelques petits goodies, des choses que vous avez chez vous ou que vous achetez, mais vous n'avez pas besoin d'acheter des choses qui coûtent très cher et vous envoyez quoi. Donc, c'est moi, le colis que j'ai envoyé à ma binôme, Nadia, c'était un peu plus de 5 € parce qu'il pesait un peu plus lourd que juste l'envoi d'un livre. Mais voilà, c'est pas énorme quoi, c'est même pas le prix d'un seul livre de poche. Donc je trouve ça vraiment génial et pour ce prix-là, on a bien plus. Donc c'est vraiment génial et enfin ça fait tellement plaisir de faire plaisir à quelqu'un et ça fait tellement plaisir aussi de recevoir un cadeau de quelqu'un aussi. Donc c'est vraiment génial. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain vlog. En attendant, je vous demande de mettre dans les commentaires un petit emoji citron. Tiens, ça peut être sympa. Ça me permettra aussi de voir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez terminé comme lecture ces derniers jours, ce que vous avez commencé à lire là maintenant. Peut-être que vous avez une envie de lecture commune à faire avec moi. Peut-être que dans un des livres que je vous ai présenté, il y en a un que vous allez acheter ou que vous avez déjà à la maison et que vous avez envie de lire. N'hésitez pas, franchement, là en ce moment c'est vrai que je fais un peu plus de lecture commune et c'est vraiment sympa de pouvoir échanger avec les uns et les autres et je trouve vraiment ça sympa de faire des lectures communes avec des personnes qui viennent de Booktube, qui viennent vraiment par rapport à la chaîne. En général, je fais des lectures communes avec des gens d'Instagram ou par l'application, je ne sais pas si vous la connaissez, Lecture Commune. Mais là, dernièrement, j'ai déjà fait des petites lectures communes avec des personnes de la chaîne qui me suivent sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait vraiment encore plus d'échanges, d'interactions. C'est pas juste moi qui parle sur... à travers la vidéo et vous regardez, c'est tout, mais ça permet vraiment de pouvoir parler, d'avoir vraiment une relation avec vous. Donc c'est vraiment génial, je suis contente. Merci de me suivre toujours plus, merci de vous abonner si c'est pas encore fait, merci de partager, de commenter, de mettre un pouce bleu. Ça m'aide vraiment à faire progresser cette chaîne et j'en suis vraiment contente. Merci de me suivre toujours plus, c'est vraiment bien. Je suis trop contente. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, à très bientôt, c'était les mots d'art.